Nouvelle semaine qui démarre pour nous, des nouveaux défis à relever, mais nous sommes ravis en tout cas d'être en bonne santé afin de pouvoir relever ces défis. C'est l'occasion pour nous de souhaiter prompt rétablissement et meilleure santé à toutes ces personnes-là qui ont un bobo ou qui ne se sentent pas bien, que Dieu puisse étendre sa main afin que ces personnes recouvrent la santé. Amen. Merci beaucoup. Alors pour cette semaine, direction le mémorial Thomas Sankara pour la rubrique à la découverte d'eux et rappelons que la semaine dernière, il y a eu des archives de Thomas Sankara qui ont été données par le Premier ministre au ministre de la Communication. Et puis, bien sûr, c'est une question d'enrichir donc le mémorial Thomas Sankara. Nous vous amenons à la redécouvrir ce mémorial ensemble à travers la rubrique à la découverte de. Aujourd'hui, pour l'information, Elhaj Amadé Souro sera là pour partager l'actualité avec nous. Et dans notre rubrique invité du jour, nous allons parler au syndicat des enseignants. Donc, nous serons avec Koudrou Robert Kabouré, donc du SINAFEB. Avec lui, nous allons évoquer l'appurement de la dette sociale due aux enseignants. On en parlera dans la rubrique invité du jour. Plus tard, on recevra une artiste musicienne, elle est chantre, pour parler de sa carrière musicale. On parlera aussi du cinéma avec un réalisateur. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique. C'est direction le mémorial Thomas Sankara. Nous sommes de retour sur ce plateau pour vous faire découvrir le mémorial Thomas Sankara. Aujourd'hui, c'est la présentation générale. Donc, vous aurez des informations en généralité concernant le mémorial Thomas Sankara. Nous décidons de rendre hommage aujourd'hui au père de la Révolution qui nous a malheureusement quitté le 15 octobre 1987. Nous décidons de lui rendre hommage cette semaine en partant à la découverte du mémorial qui porte son nom aujourd'hui. Notons pour commencer que le mémorial Thomas Sankara est situé au Conseil de l'Entente où il a été tué le 15 octobre 1987. La statue de Thomas Sankara est en tout cas devant ce mémorial Thomas Sankara, une statue qui a été dévoilée le 2 mars 2019 en présence de l'ancien président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et de l'ancien président ghanéen, Feu John Jerry Rawlings, qui était ami de Thomas Sankara. La statue a été vivement critiquée, il faut le rappeler, à l'époque par beaucoup de Burkinabés lors de son premier dévoilement en mars 2019. Elle sera ensuite démontée puis refaite pendant une année avant la deuxième inauguration le 17 mai 2020. La statue de Thomas Sankara trône au Conseil de l'Entente. Le Conseil de l'Entente qui a été le quartier général de la Révolution et surtout du Conseil national de la Révolution CNR. Le Conseil de l'Entente est présenté comme un ancien lieu de torture et d'emprisonnement d'opposants politiques qui ne partageaient pas les opinions du pouvoir révolutionnaire de Thomas Sankara à l'époque et du Front populaire de Blaise Compaoré par la suite. Selon les sankaristes, bâtir le mémorial Thomas Sankara dans cet espace est donner de l'espoir à la jeunesse en rendant hommage au père de la Révolution. Alors, notons que le mémorial, c'est bien sûr la statue, mais c'est également autre chose à découvrir au sein du mémorial Thomas Sankara. Cette statue fait la particularité du mémorial. C'est une statue d'une hauteur de 5 mètres. Elle est montée sur un socle en béton de 3 mètres de haut en forme pyramidale. Elle a 4 faces comportant chacune 3 des bustes symbolisant les 3 camarades tués le 15 octobre 1987 avec l'homme. La hauteur finale de la statue est de 8 mètres pour un poids estimé à 13 tonnes. Les travaux de ce mémorial ont coûté environ 150 millions de francs CFA sur financement de l'État. Cette statue a été réalisée par l'artiste sculpteur Jean-Luc Bambara. Le projet du mémorial s'est matérialisé en 2016 après la chute de Blaise Compaoré, mais il faut dire que son idée date de 2007, date du symposium international marquant le 20e anniversaire de l'assassinat de l'homme en son temps. Quand on parle du mémorial, sachez que ce n'est pas la statue, comme je le disais. Le mémorial doit regrouper aussi, entre autres, un musée, un amphithéâtre, des salles de réunion et de conférences, un terrain de sport, un bosquet et d'autres infrastructures. Même si pour le moment, toutes les infrastructures ne sont pas réalisées, il reste un des sites touristiques les plus visités de Ouagadougou et du Burkina Faso.
La visite du mémorial est ouverte au public et les Burkinabés peuvent aller le visiter. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, les restes de Thomas Sankara reposent dans ce mémorial où sa tombe a été établie. Rappelons également donc que aujourd'hui Thomas Sankara est élevé au rang de héros de la nation. Et vous vous souviendrez des cérémonies d'hommage qui ont été organisées le 15 octobre passé. En attendant, le grand Thomas, bien sûr, qui a annoncé au père de la Révolution, nous partons à la découverte de ce mémorial-là. Et il faut rappeler que rien que la semaine dernière, le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo a remis des archives de Thomas Sankara au ministre de la Culture pour enrichir encore le mémorial Thomas Sankara. On vous invite au mémorial cette semaine pour découvrir ensemble l'espace et découvrir surtout les idées de la Révolution, les idées de ce révolutionnaire qu'était Thomas Sankara. Merci de votre attention à cette chronique qui s'achève maintenant. Pour la suite de l'émission, on va marquer une petite pause, le temps de retrouver Elhaj Amadé Soro qui sera là pour feuilleter les journaux pour nous à travers la revue de presse. Pour ce lundi matin, nous sommes avec Elhaj Amadé Soro pour la revue de presse. Bonjour Elhaj. Bonjour Abdeta. Bonjour à toutes et à tous. Les titres d'abord des Absolument. journaux. Et nous commençons par le quotidien, à la une du quotidien. USA, Donald Trump prête serment aujourd'hui. Georgette Paré, cinéaste, n'eût été la volonté politique il y a longtemps que le FESPACO n'existerait plus. Lutte contre le terrorisme, le ministre Mahamoudou Sana galvanise les gourmets des faux. Le voyageur de Guéna, Ouaga, la police municipale démantèle les installations anarchiques sur la RN 1. Axe Ouaga Bobo du Lasso, élitiste, Saramaya et Raïmo exemptés de contrôle routier. Commission nationale de l'AES à Damasigre et 2 autres personnes nommées présumées viol au CHU Yalgado. Le dossier renvoyé au 7 février prochain. À la suite du quotidien, place à l'observateur Parga, le doyen des quotidiens au Burkina Faso à la une de l'Obs. Déplacés internes, on a enregistré les retours de 1 million. 10 136 personnes dans 697 localités d'origine. Commanda Pélagie, Perwende Pélagie Cabré, ministre de l'Action humanitaire. Pratique commerciale frauduleuse, produits saisis, boutiques scellées à Rayongo et à Tanlarguin. Les conquêtes du territoire national. Excusez-moi, Rim Talba salue le sacrifice de et l'engagement des VDP. Renforcement de la sécurité à la frontière Burkina-Côte d'Ivoire, le ministre Mahamoudou Sana mobilise les forces en première ligne. 70 morts dans l'explosion d'un camion-citerne au Nigeria. La rançon mortelle de l'insouciance et du laisser-aller, c'est-à-dire dans commentons l'événement. Nous poursuivons avec le pays à la une du journal Le Pays, frontière Burkina-Côte d'Ivoire. Le ministre de la Sécurité mobilise les forces en première ligne. Marc Guem, expert en fiscalité appliquée, une entreprise qui est redressée et risque de disparaître. Lutte contre la corruption, un sondage pour évaluer l'intégrité des douanes. Les conquêtes du territoire, le Premier ministre salue le sacrifice et l'engagement des VDP. Fête des bébés à Komsilga, 783 mamans retrouvent les sourires grâce à la magie de Adja Amsetou Nikiema. Confidence du week-end, ministère de la Sécurité, 3 sociétés de transport exemptées de contrôle routier. Actu Sport, Mali, Bavieux renonce à la FIFA et à la CAF. Et nous terminons avec aujourd'hui au Faso, à la une d'aujourd'hui au Faso, c'est 20 janvier 2025. Investiture de Donald Trump, le président qui dit ce qui est aux Africains. Adhésion du Togo à l'AES, que dit la parole tributinienne de Fort Yassimbe. Conjoncture nationale, le PM salue le sacrifice et l'engagement des VDP, péage, Gourmet, sécurité frontière. Le ministre Sana à Tangandasouri, Fo et Yendere. Coopération, l'ambassade de Chine cadote des étudiants burkinabés de 50 bourses d'excellence. Action humanitaire,
1 136 déplacés sont retournés dans 697 localités. Burkina Faso, des vice-présidents pour la Confédération de l'AIS lutte contre l'impérialisme pour 2 heures pour Kamita. L'exemple vient du Venezuela. Merci bien, Elage, pour ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Débutons par le Togo. Adhésion du Togo à l'AES. Cette hypothèse est-elle crédible? Absolument, Abzeta. Il faut d'emblée donc dire que c'est au détour d'une interview accordée à Vox Africa, qui est une chaîne panafricaine, panafricaniste, donc que cette hypothèse a été donc lancée par le ministre Robert Doucet, ministre donc des Affaires étrangères du Togo. Mais même avant cette déclaration publique, lorsqu'on scrute un peu les actions et les actes posés par le Togo, depuis l'annonce faite par le Burkina Faso, le Mali et le Niger de quitter la CEDEAO, on a noté une diplomatie togolaise qui s'est démarquée un peu de l'ambiance générale au niveau de la CEDEAO, puisque depuis le début, le Togo a adopté une position conciliante. C'est la raison pour laquelle, que ce soit le Burkina Faso, le Mali ou le Niger, on a vu effectivement que le courant passait, en tout cas entre le Togo et ces 3 pays. Il y a même des initiatives communes qui ont été lancées, notamment sur la question douanière avec les pays de l'AES et le Togo. Donc c'est pour donc dire qu'il y a des prédispositions, togolaises, même si ce n'est pas encore acté, à bien sûr faire chemin commun, route commune donc avec l'AES. Parce que ce qu'il faut souligner ici, c'est que en général, les populations, les peuples sont en avance sur les dirigeants par rapport, n'est-ce pas, à certaines décisions de souveraineté, à certaines décisions donc d'intégration. Vous vous souvenez très bien de la sortie du capitaine Ibrahim Traoré lorsqu'il a été invité à l'investiture du président ghanéen, nouveau président. Il a donc dit on remarque que dans la plupart des cas, les peuples sont en avance par rapport aux dirigeants sur certaines questions. Et il s'agit, n'est-ce pas, pour l'AES de travailler pour qu'il y ait effectivement une symbiose, une synergie d'action entre les aspirations populaires qui veulent que les peuples, indépendamment des organisations qui les regroupent, puissent travailler ensemble pour mettre en place des énergies pour le développement. Donc, nous pouvons donc dire que ce n'est pas une hypothèse qui est lancée comme ça, puisque en général, en politique, lorsqu'on laisse passer une idée, ce n'est pas par hasard. C'est soit un ballon d'essai pour voir est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va bien passer dans l'opinion, ou bien, voilà, c'est une décision qui est déjà même prise. Voilà pourquoi le ministre Doucet a donc dit que si on posait la question aux Togolais, est-ce qu'ils allaient accepter que leur pays adhère à l'AES? La réponse allait être oui, puisque, comme je l'ai dit, vous avez même vu comment le président Ibrahim Traoré a été accueilli au Ghana. Ce n'est pas un pays membre de l'AES, mais lorsqu'on a prononcé son nom, on a senti effectivement cet enthousiasme-là. C'est pour donc dire que les peuples africains ont longtemps souffert du sous-développement, ont longtemps donc souffert de l'impérialisme, et que s'il y a des voix assumées qui sont donc portées par des dirigeants visionnaires, c'est plus facile maintenant pour les populations de se laisser entraîner. Donc, dire que le Togo peut adhérer à l'AES, pour moi, c'est une hypothèse qui tient la route. Ça tient la route. Absolument. Deuxième sujet, intéressons-nous maintenant aux États-Unis d'Amérique. Oui. Donald Trump entre en fonction aujourd'hui même, lundi 20 janvier. Tout à fait. Donald Trump. Oui. Celui qui a, n'est-ce Il pas, est de retour. De retour. Celui qui a brisé tous les pronostics alarmistes qui disaient qu'il ne pouvait pas revenir à la Maison Blanche parce qu'il aurait un comportement un peu extravagant, etc. Mais avec la réélection de Donald Trump, c'est là qu'on apprend à découvrir un autre pan, pas seulement de la vie américaine, mais aussi de la situation internationale. Parce que ce soit en Afrique ou en Europe, notamment à travers le retour aux affaires, ou en tout cas les plébiscites des partis de droite. Vous savez très bien qu'en Europe, les politiciens ont tellement berné les gens qu'il n'y a même plus un espoir par rapport aux classes politiques
dirigeantes en Europe. Qu'est-ce que les gens font? Et ils ne vont pas faire des coups d'État, par exemple. Mais ils vont voter des partis d'extrême droite, par exemple, pour signifier leur rejet des politiques qui sont suivies par les classes politiques actuelles. Donc c'est ce qui, effectivement, explique aussi le retour en grande pompe, n'est-ce pas, de Donald Trump, puisqu'il est à la fois majoritaire au niveau du Sénat, majoritaire au niveau de la Chambre des représentants, même au niveau de la Cour suprême, sans compter effectivement la Maison-Blanche. C'est pour donc dire qu'actuellement, c'est l'homme le plus fort, à la fois au niveau interne et au niveau externe. Puisque le plus souvent aux États-Unis, l'implication ou du moins l'implémentation des politiques étrangères peuvent être bloquées par le Sénat si le président n'a pas de majorité. Ah oui, là, lui, il a les mains libres. Voilà, il a les mains libres pour implémenter sa politique à la fois interne et surtout externe. Et il est très attendu sur une autre question, la résolution de la crise en Ukraine, puisqu'il il a déclaré pendant la campagne qu'aujourd'hui c'est le 20, il prend fonction aujourd'hui. Demain, normalement, il devait pouvoir arrêter le conflit en Ukraine. Même si les jours qui ont précédé, il avait commencé à mettre un peu de bémol dans ce qu'il avait dit, puisque au contact de la réalité, on se rend compte qu'il y a des paramètres. Promesses de campagne. Au contact donc de la réalité, de la gestion effective donc, du pouvoir, on se rend compte qu'il y a des aspects qui n'étaient pas pris en compte pendant qu'on faisait la campagne. Mais ce qu'il faut donc retenir est que Donald Trump, c'est quelqu'un qui tient parole. Et je pense qu'il a même déjà commencé des démarches à ce niveau pour essayer donc de prendre langue avec Poutine. Ils se sont déjà parlé. Parce que si on arrive à résoudre le problème de l'Ukraine, cela va faire tache d'huile sur certaines zones de conflit au Proche-Orient et même pourquoi pas au niveau du Sahel. Vous savez actuellement que l'Ukraine assume avoir aidé les séparatistes, les terroristes au nord Mali pour attaquer le Mali. Donc je pense que si cette question-là est réglée, cela peut apporter une certaine accalmie dans beaucoup donc, de foyers de tension. Oui. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Mais pour faire le lien aussi avec l'Afrique, qu'est-ce que justement l'Afrique doit faire pour mériter une place de choix dans la politique américaine? Oui, c'est une question qui revient chaque fois qu'il y a un nouveau dirigeant américain ou européen ou français pour les pays francophones. C'est ça. Est-ce les Africains, voilà, se posent la question, est-ce que non? Mais je pense que à l'étape actuelle, les gens doivent être suffisamment mûrs pour dire qu'aucun président d'ailleurs ne viendra résoudre vos problèmes. C'est vous-même qui devrez trouver les problèmes à ce qu'on appelle actuellement les solutions endogènes à vos problèmes. Vous pouvez effectivement asseoir des bases d'une collaboration fructueuse avec les pays, d'autres pays, d'autres horizons, mais le principal travail, l'ossature de votre politique doit être interne. Vous devrez mettre à votre profit tous les ingrédients possibles pour réussir une bonne politique nationale. Et je pense que c'est la dynamique actuelle du président Ibrahim Traoré au niveau du Burkina Faso et dans une grande mesure au niveau de l'AES. C'est d'abord compter sur nos propres forces et de identifier quelles sont les difficultés que nous avons et par la suite maintenant voir quel est ce partenaire qui est donc prêt à nous soutenir pour que nous puissions implémenter nos différents projets. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, une seule nation, quelle que soit sa puissance, ne peut pas toute seule résoudre ses problèmes. Bien sûr. Merci pour ces analyses. Merci, Abdeta. On va maintenant découvrir les couleurs du temps à travers la météo. Nous recevons comme invité aujourd'hui M. Koudzoukou Robert Kaboré, secrétaire général du SINAFEB, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina. Bonjour à vous, M. Kaboré. Bonjour, Madame Nikiama. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, on vous a invité aujourd'hui pour comprendre encore plus ce décret sur l'appurement de la dette sociale dédiée aux agents donc, du ministère de l'Éducation. Donc, on va en parler aujourd'hui. Et déjà, la première question, quel est le sentiment qui anime Koudzoukou Robert et ses camarades aujourd'hui, après surtout l'annonce donc, de cette décision d'apurer les dettes des agents? Ok, merci Madame. Et d'abord, je dois saluer le courage, la résilience, l'abnégation de nos camarades militants, sympathisants et de tous les travailleurs de l'éducation qui,
sont en train de travailler de façon très sérieuse pour que notre pays, en tout cas, recouvre sa santé. Alors, et pour aborder ce qui nous anime par rapport à cette décision, d'abord, c'est une décision qui est intervenue quand bien même que les partenaires sociaux que nous sommes, nous n'avons pas été associés à cela, mais les gens accueillent ça de façon positive, mais tout en ayant des réserves et des inquiétudes, parce qu'ils ne connaissent pas exactement quel est le contenu de ce décret-là. Et qui sera bénéficiaire, qui ne sera pas bénéficiaire? Est-ce un décret nouveau ou bien un décret qui porte à corriger des injustices entre les travailleurs de l'éducation et les travailleurs d'autres corps sur le plan indemnitaire? Est-ce à dire qu'en fait, à ce jour, vous-même, vous ne savez pas, surtout que vous êtes donc un des leaders syndicaux, vous ne savez pas qui doit bénéficier du paiement de cette dette? Non, nous ne le savons pas. Et nous attendons, c'est vrai que l'objet du décret tel que communiqué par le ministre de l'Éducation dit que c'est un décret portant fixation des indemnités de logement aux encadreurs et aux enseignants, et ainsi que des indemnités de technicité et d'indemnités d'astreinte. Voilà, mais quand on parle de ces indemnités, c'est déjà qui bénéficie en principe de ces indemnités? Non, au demeurant, les personnels de l'éducation bénéficient de ces indemnités-là déjà. Maintenant, quand on dit comme ça, c'est peut-être, nous voyons comme si ça devrait être une modification de ces indemnités. Mais bon, apparemment, je crois que ça doit être un nouveau décret qui doit fixer d'autres taux qui ne sont pas à comparer avec les taux actuels. Et là également, il faudrait savoir que un certain nombre de personnels de l'éducation, à savoir les enseignants sur le terrain, ont eu à faire des examens professionnels pour être reclassés. Et une fois que vous êtes reclassé, forcément, l'indemnité de logement change en fonction de la catégorie. Voilà. Maintenant, et ce qui semble être bizarre pour nous, il ne faudrait pas qu'on veuille tripoter les indemnités, parce que d'autres sont en train on entend des gens dire que la catégorie A de ceux qui ont fait le CESAP, bon, n'est pas à comparer avec la catégorie A3 de ceux qui étaient IP. Donc le changement de corps n'est pas le problème. Parce que les indemnités sont alignées aux catégories. Donc, et chaque catégorie a des indemnités qui sont déjà plafonnées et posées. Maintenant, si on tente de dire non, ceux-ci-là ont eu à faire un concours pour aller et puis sortir, aller en A3, et ceci un examen, eh bien, ils savent pourquoi ça a été comme ça. Et une catégorie égale à une catégorie. Si on dit catégorie A3, c'est catégorie A3. Que tu es parti à l'école, revenir, faire un stage, et puis bénéficier de ce reclassement, et que la loi qui permet, par exemple, la facilité d'accès aux emplois supérieurs, eh bien, ça revient également au gouvernant, à l'exécutif, d'appliquer cette loi dont l'auteur est le législateur. Maintenant, et nous souffrons au niveau du MENA depuis l'adoption de la loi 81 que nous avons largement débattue ici, une loi qui est inachevée juridiquement, ça c'est un. Et deuxièmement, dans son application, ce qui cloche aujourd'hui, c'est quoi? C'est rien que 2 articles. Donc l'article 36, l'article 13, pardon, qui parle des statuts particuliers, l'article 36 et 37 qui traitent en tout cas du traitement, c'est-à-dire en termes de salaire et d'indemnité des agents en fonction d'une situation particulière, parce que les emplois ne sont pas les mêmes.
avoir un emploi de l'éducation, c'est pas la même chose que quelqu'un qui est à la santé, etc. Il y a des situations au niveau de chaque emploi qui fait que, pour un infirmier qui est exposé à tel risque, c'est pas évident que chez l'enseignant ça soit comme ça. Donc, les statuts particuliers devraient fixer ça. Mais vous voyez que le statut particulier au niveau du MENA, qui est un texte réglementaire qui doit être pris par l'exécutif, ça traînait. La loi a été adoptée depuis 2015. Et on a passé tout le temps à traîner, à verrouiller ça. Même pour les examens, il aurait fallu que le camarade Bassolma, qui était dans le gouvernement au niveau de la fonction publique, bouscule pour que ces examens puissent se tenir. Si ces examens n'étaient pas tenus, c'est pas certain qu'aujourd'hui, on allait même parler d'indemnité. Donc, il y a en tout cas une dette sociale, comme on le dit, mais c'est pas cette dette-là qu'ils sont en train de dire. Donc, il faudrait que nous arrivions à éclairer l'opinion pour que la communication qui se fait, il ne faut pas aussi que le ministre ou le gouvernement se laisse tromper par certains qui les entourent. Voilà, quand on dit technicien. Le technicien, c'est quoi? Ce sont ceux-là qui, depuis 2016, voilà, on a chassé tous les personnels spécifiques recrutés pour gérer le MENA. Au niveau de la direction générale, de la direction des ressources humaines, il n'y a que des gens, des personnels qui ne sont pas dans le statut particulier du MENA, mais qui ont été recrutés par la fonction publique. Nous sommes tous des agents de la fonction publique. Et ce personnel qui est chargé de gérer les ressources humaines au MENA ne sont pas du MENA. Ils ne relèvent pas du statut particulier. Par conséquent, leur façon de tripatouiller ou d'interpréter la loi et les textes réglementaires c'est en défaveur des personnels de l'éducation. Et nous devons les interpeller parce que, en n'étant pas l'auteur d'une loi, en n'étant pas l'auteur d'un acte réglementaire, il faudrait que chacun se contente d'appliquer la loi, quitte à tirer les conséquences de cette loi et conseiller. Ils sont là en tant que techniciens pour conseiller le décideur. Mais si vous-même vous mettez à la place du décideur pour tronquer les choses, bon, il y a un véritable problème. Nous avons vu avec le décret portant classement indiciaire, où ils sont allés torpiller, dire que dans le salaire, il y a une indemnité. Voilà. Et ça c'est toujours la même chose qu'ils sont en train de vouloir faire peut-être avec ce décret que nous attendons de voir, parce qu'en la matière, le gouvernement, le ministre a communiqué, mais tout est flou. Tout est flou. Parce que restons sur l'appurement de cette dette sociale-là au ministère de l'enseignement de base. Ça veut dire qu'à ce jour, vous ne savez pas de quelle dette il s'agit en fait. Tout à fait. Nous ne savons pas de quelle dette il s'agit. Mais est-ce que... Oui, allez, je vous laisse finir et puis... Voilà, oui. Puisqu'ils définissent la dette sociale ici comme les indemnités dont ils ont fait cas. Or, la dette sociale, chez nous, il y a les avancements de classe qui n'ont jamais été appurés. Maintenant, on reçoit des informations par rapport à cette situation où des camarades nous interpellent que la lutte qu'on a menée, dont vous nous avez accompagnés en tant que médias, eh bien, des gens voient déjà que des actes sont initiés pour, en tout cas, les avancements de classe qui aussi sont des dettes. Donc, la dette sociale doit être... c'est un paquet. Mais là, c'est une autre... On va dire que c'est une autre dette. Peut-être qu'avec le temps, le paiement aussi de cette dette-là viendront. Mais là, quand on parle de dettes liées aux indemnités de logement, de technicité et autres, est-ce que vous aviez connaissance aussi de l'existence de ce type de dette-là? Non, en réalité... Lorsque quelqu'un fait un examen, il change de catégorie, eh bien le taux des indemnités change. Ok, donc ça, c'est peut-être le cumul de voilà, le cumul. Mais nous comprenons aussi que le pays est dans une situation, même si la situation tend à s'améliorer, dans une situation critique où tous les Burkinabés, tous les citoyens, en tout cas, ne peuvent pas nier de l'état de santé de notre pays qui n'était pas du tout ça. Et en son temps, le camarade capitaine avait voulu à ce qu'on essaie de temporiser un peu, d'où également la contribution à l'effort de guerre que les camarades ont participé.
Eh bien, pour que nous arrivions à sortir un peu, et au fur et à mesure, bon, on va arranger ce qu'il y a comme droit inhérent à nos carrières. Donc, et nous pensons que c'est de bonne guerre qu'ils aient commencé comme ça, mais nous attendons de voir le contenu de ce décret-là, parce que vous savez, en la matière, c'est un texte réglementaire qui obéit au moins, pour que ce texte-là soit valide, eh bien, il y a un certain nombre de temps qu'il faut, donc, et de procédures. L'acte étant régulièrement adopté par l'organe qui doit l'adopter, qui est le Conseil des ministres. Ensuite, si l'acte est publié au journal officiel du FASO, ça c'est l'ordonnance 75-23 du 6 mai 1975 qui prévoit les règles d'applicabilité des textes de loi, c'est-à-dire les lois, les décrets, les ordonnances, les arrêtés et les actes administratifs à caractère individuel. Comme les arrêtés individuels, il y a des décrets individuels également. Donc, et une fois que c'est paru au journal officiel, alors on a 8 jours francs pour que si ces 8 jours-là s'écoulent, eh bien, la loi ou le décret ou l'arrêté rentre en vigueur. Donc ça, c'est les conditions de publication de la loi. Maintenant, une fois que ça rentre en vigueur, nous allons voir quel est le contenu qu'il y a au niveau des indemnités dont on a parlé. Est-ce que ce sont des indemnités des personnels ayant fait des examens et concours et qui devraient voir quand ils quittent une catégorie A, A par exemple pour une catégorie P ou une catégorie B pour une catégorie A. Donc, en même temps, la rémunération qui est le traitement, le salaire change, les indemnités, le taux des indemnités aussi change. Mais ici, apparemment, ça ne semble pas être comme ça. Ça doit être un nouveau décret parce qu'on a dit décret fixant. Maintenant, si on veut torpiller les indemnités déjà arrêtées pour ces catégories-là, comme je vous le disais, pour qu'on dise, bon, ces gens-là n'ont pas été à l'école. Bon, ça aussi, on connaît ça dans notre ministère où des gens ne sont pas du tout sérieux dans ce comportement-là. Et ce n'est même pas la loi qui le prévoit, ce sont des humains et que le gouvernement ne doit pas se laisser aller dans ce sens-là si ça venait être ainsi, puisque c'est une hypothèse qu'on émet. Nous ne disons pas que c'est comme ça, mais nous osons croire qu'il peut être un nouveau décret qui au moins fixe les indemnités pour que les agents de l'éducation soient effectivement dans des conditions optimales pour pouvoir mener à bien leurs activités. Alors, on comprend, hein, vous avez parlé aussi du temps que ça peut prendre. En tout cas, le gouvernement annonce 2025, courant 2025 pour régler cette dette-là à hauteur de 31 milliards. Alors, il y a déjà même des zones, hein, ils ont subdivisé en 4 zones pour les paiements. Ça va se faire progressivement courant l'année 2025. Ça va aller, on va dire, des provinces les plus reculées jusqu'aux villes. Est-ce que la répartition, ça vous convient? Oui, ça nous convient, puisque les zones les plus touchées, nous savons qu'au-delà de la question pécuniaire, alors nos camarades souffrent parce que tu peux même avoir l'argent et sans avoir même les vivres pour payer. Et encore, comme on appelle ça, le prix des denrées dans ces zones-là aussi, selon les informations qu'on recueille par-ci, par-là, eh bien, c'est aussi élevé. Donc, en commençant par ses camarades, donc, ils verront que le geste que le gouvernement, quand bien même que c'est un droit, eh bien, faut-il encore qu'il y ait la volonté politique de pouvoir libérer ces droits-là pour permettre aux travailleurs de mieux se sentir. Donc, en ce sens, c'est mieux de commencer par eux et progressivement revenir en ville. Vous et moi, nous sommes là. Ce n'est pas évident que des médias dans ces zones puissent encore continuer de travailler. Mais tout ça, c'est pour vous dire, voilà une répartition qui tient compte de l'aspect social et qui va aussi affecter l'aspect psychologique des travailleurs de l'éducation au niveau de ces zones-là. Alors, si à ce jour, on ne sait pas vraiment qui va bénéficier de ça, ça veut dire que dans le milieu, en fait, c'est vrai que vous discutez, mais pour le moment, aucun enseignant ne sait si, en fait, il va bénéficier de ça ou pas.
Voilà, puisque quand on prend le métier de l'enseignement et de l'éducation, il y a 11 familles d'emploi. Oui. Donc, et de ces 11 familles d'emploi, même si vous prenez au minimum 2 par emploi ou 3 par emploi, vous voyez ce que ça fait. Donc, il y a ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont dans l'administration, puis ceux qui sont dans l'administration qu'on appelle les personnels d'administration et de gestion, ont été aussi des enseignants sur le terrain. Oui. Donc, et de façon spécifique, ce sont eux qu'on a recrutés pour gérer maintenant le personnel. Et c'était en leur sein qu'on recrutait ce qu'on appelait les gestionnaires des ressources humaines du ministère pour pouvoir choisir. Maintenant, en faisant le statut, donc le personnel enseignant n'est plus recruté pour gérer son personnel et maintenant c'est des gens qu'on recrute directement qui viennent, mais ils ne sont pas ils sont pas régis par le statut. Ils ne connaissent pas les réalités. Ils ne connaissent pas les réalités, ils ne connaissent même pas ce que c'est qu'enseigner. Or, ceux qui ont quitté la classe, tenir la craie et diriger des collègues, ils connaissent la difficulté qu'ils vivent. Donc, et c'est en leur sein qu'on recrute le personnel d'administration et de gestion qui a par la suite recruté les gestionnaires des ressources humaines. Mais quand vous envoyez des gens comme ça, où il y a d'abord un conflit, comment je vais dire, on peut dire qu'il y a un conflit entre ceux-là même qui sont chargés de gérer nos ressources, nous en tant que personnel, et eux, puisqu'ils ne sont pas du milieu, donc de telle sorte que s'ils voient que cet avantage qui est particulier au corps, ils veulent comparer à leur niveau. Et ils ne sont pas d'accord pour pouvoir. Donc voilà pourquoi il y a eu le tâtonnement. Et il y a toujours le tâtonnement dans la gestion des carrières au niveau du ministère. Vous voyez, les statuts là sont prévus par la loi et que depuis 2016, on devrait avoir un statut. On a traîné attendre 2020 pour adopter un statut alors qu'on avait déjà commencé à recruter niveau bac. Et ceux qui étaient là niveau BPC, qui ont eu la même formation, ce n'est pas le diplôme ici, c'est le même contenu de formation, que tu sois recruté niveau bac ou niveau BPC, qu'on donne. Et ces gens sont compétents sur le terrain. On arrive, eh bien, les statuts particuliers ne doivent pas déroger aux dispositions du statut général, mais peuvent favoriser, en tout cas, l'accès à d'autres emplois. Et vous allez voir, ils ont travaillé à prendre à 55 ans certains pour les convoyer, amener à des catégories supérieures, bloquer certains à ne plus pouvoir faire les examens. Il y a eu un tas de mélanges dans ce statut qui pour nous-mêmes, c'est un statut à relire, qui est caduque même pour nous, et ça ne cadre pas. C'est cette même loi qui prévoyait la prise de décret pour fixer les indemnités. Voilà. Et on a traîné depuis 2016 à aujourd'hui. Pratiquement combien d'ans? 10 ans. Est-ce qu'on a besoin de 10 ans pour une loi qu'on a pensée, qu'on a réfléchi avant d'adopter? Parce que une loi, il ne suffit pas d'aller adopter avant de penser à ses conséquences. On pense à ses conséquences et les conséquences après son entrée en vigueur et les conséquences antérieures qu'il faut apurer avant de continuer. Donc on ne peut plus continuer vraiment si le ministre nous entend, eh bien que son entourage là également comprenne que la gestion des ressources humaines ne peut pas être gérée avec des humains. Et c'est dans tous les ministères que nous interpellons. Parce que chaque ministère, c'est pas pour rien la loi dit de fixer les indemnités, les statuts particuliers en fonction de la particularité de chaque ministère. Est-ce que vous pensez qu'avec le paiement ou l'appurement donc de cette dette-là, ça risque aussi de créer peut-être des jaloux ou de créer une rivalité dans le corps en fait des enseignants et du personnel éducatif, vu qu'on comprend que ce n'est pas tout le monde en fait qui va bénéficier de l'appurement de ces dettes? Bon, à l'étape actuelle, nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas tout le monde. Nous ne pouvons pas dire également que c'est tout le monde parce qu'on n'a pas le contenu du décret, comme je vous l'ai dit. Mais créer des jaloux, parce qu'au niveau de l'éducation, nous sommes suffisamment bien avancés pour comprendre certaines choses. C'est nous qui connaissons nos particularités de telle sorte que si X a par exemple 5 francs plus que moi,
Je sais pourquoi il a ça. Mais quand des gens viennent inventer ce qui ne tient pas avec votre réalité, vous comprenez qu'en ce moment, eh bien, il y aura des problèmes. Et la communication qui a été donnée, ça va devenir une communication tendancieuse. Même depuis lors, il y a des gens qui nous accostent pour dire, bon, voilà, on a augmenté vos salaires. Le paysan ne comprend pas. On a augmenté vos salaires, on a communiqué. Oui, le président a osé faire un pas parce que des gens avaient bloqué tout ça. Maintenant, nous apprécions. Mais dans la mise en œuvre, nous attendons de voir. Mais il n'y aura pas de jaloux si réellement tout est fait dans l'équité. L'équité aussi ne veut pas dire égalité. Nous le comprenons. Maintenant, c'est à nous, en tant que partenaires sociaux. En même temps, nous sommes des défenseurs des droits des travailleurs. En même temps, nous sommes aussi des gestionnaires de ressources humaines qui tenons compte du caractère composite des travailleurs, de l'emploi et de leur situation de travail, que vous soyez en milieu rural, en milieu urbain. Voilà un peu cette situation qui fait que nous ne pouvons pas nous prononcer sur ça, mais tout en demandant, en tout cas aux autorités, d'ouvrir encore l'œil, parce que ceux-là qui gèrent nos carrières ne sont pas des nôtres. S'ils veulent, eh bien, qu'on revoie pour les mettre dans le même statut que nous. Là, ça va nous permettre... Monsieur Koudou a vraiment un message à des gestionnaires de ressources humaines. Non, c'est pas que je suis contre eux. Le gestionnaire de ressources humaines, Francis Paré, qui était le directeur général de la fonction publique, il est passé par l'enseignement pour aller. Voilà, donc, je ne suis pas contre eux. Maintenant, pour gérer le MENA, que leur emploi là soit logé dans le statut du personnel du MENA. Et le fait qu'ils ne veulent pas le faire et que les anciens avaient la possibilité de faire ce concours, on bloque, on n'arrive plus à faire. On ne peut plus faire le concours de la gestion des ressources humaines. Et les personnels d'administration et de gestion recrutés pour gérer le MENA ne gèrent plus le MENA. À la DRH, tous ceux qui étaient des PAG, si vous partez aujourd'hui, ce ne sont pas, même si tu es de catégorie A, c'est pas toi qu'on va responsabiliser. Pendant peut-être 30 ans ou 20 ans, c'est pas toi qu'on va responsabiliser comme chef de service de choses. Donc, il y a un problème. Il y a les textes de loi, il y a la vision et il y a la volonté de faire. Mais si la volonté n'y est pas, ou encore celui-là qui est chargé de vous défendre n'est pas capable de convaincre le décideur, il y a un véritable souci à ce niveau. Mais ils peuvent changer. Voilà, c'est pas obligé que ça soit les personnels du MENA, mais qu'ils changent leur façon de conseiller les décideurs, qu'ils changent leur façon de communiquer. S'ils n'avaient pas donné cette communication au ministre, c'est pas évident que le ministre allait sortir dire ça comme ça. Mais nous attendons, et tout le monde veut faire avancer le pays. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien, il y a l'autorité, le comité de régulation des dysfonctionnements. Nous allons toujours dénoncer. Nous allons dénoncer, quitte maintenant à ce qu'on prenne ça avec beaucoup de philosophie pour chercher à réparer, que de nous voir comme des empêcheurs de tourner en rond. Voilà, si ça ne va pas, on va vous le dire. Alors, vous avez quand même salué positivement le fait que cette décision, ce décret vienne pour apurer la dette sociale, en tout cas une partie des dettes sociales des agents du ministère. Est-ce que vous pensez qu'il y aura de l'impact véritable sur la vie du corps éducatif, sur la vie des enseignants en général? Parce que quand même, recevoir peut-être... on n'a pas une idée de la somme que chacun pourrait recevoir, mais recevoir une somme... on a interrogé des enseignants qui se disaient oui, ça va quand même soulager un tant soit peu dans ce contexte de vie chère. Oui, ça va soulager. Je vous disais, si par exemple, aujourd'hui, on est arrivé à ça et que nous saluons, vous imaginez la vie d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, que des gens ont pris volontairement leur décision de bloquer. Et aujourd'hui, paf, ok, quelqu'un vient débloquer ça et ça commence en tout cas à aller. Ça ne peut que réconforter et améliorer ce que les gens avaient, ceux qui pourront en bénéficier, je le dis, puisque nous ne savons pas. Mais tout compte fait, si ton entourage a un climat positif,
eh bien, ça va forcément t'affecter. Donc, nous estimons que ça va améliorer effectivement la situation, mais que nous prions à ce que les gens ne retardent plus nos droits. Puisque ici, on comprend que c'est la situation du pays. Peut-être si c'était avant, d'autres allaient encore continuer d'épiloguer sur la situation du pays pour ne rien faire. Et merci aux membres du gouvernement, maintenant aux techniciens de changer de fusil d'épaule pour pouvoir mieux gérer le personnel convenablement. Donc, Oui. voilà. Merci beaucoup. Notre temps est fini. J'aimerais quand même avoir votre avis sur notamment 2 questions en lien avec le fait qu'on demande aux enseignants du primaire d'enseigner l'anglais à partir du CE1. Quel est votre avis? Alors, mon avis par rapport à ça, puisque ça fait partie des réformes. Donc, et le problème de la planification et de la formation, c'est ça aussi. Donc, et vous savez combien de cadres, par exemple, aujourd'hui, qui sont chargés d'encadrer les enseignants, maîtrisent l'anglais. Mais la formation, ce sont eux qu'on a formés. Et maintenant, ils repartent à la base. Peut-être même que l'enseignant qui est en classe là est mieux outillé sur la question de l'anglais. Ce n'est pas la pédagogie qui lui manque. Voilà. Donc, on les forme. Et je ne suis pas contre eux également. Ce sont des camarades. Donc, à leur formation, on leur permet... C'est ça aussi le problème. Si on veut être juste, à leur formation, on leur paye des indemnités. Et autour des enseignants qui doivent, là où on doit investir, on dit bon, il faut repartir vers ces gens-là pour les sensibiliser à appliquer la chose. C'est pas possible. Vous mettez tous ces gens-là ensemble pour un plan de formation, il n'y a pas de souci. Mais prendre certains pour dire bon, on va leur donner des per diem, les former, pour qu'en retour ils partent les investir, c'est pas possible. Nous sommes au niveau de l'éducation, la capacité aujourd'hui des enseignants à pouvoir assimiler les choses et pour les implémenter, c'est quand même très élevé qu'on veut faire comme ça. Donc, mais l'anglais, comme c'est une langue mondiale, internationale, donc on peut dire que c'est du bilinguisme, mais il y a nos langues nationales également où il faut... qui serait introduit de façon progressive. Donc, l'enseignement de l'anglais, c'est à l'oral d'abord. Oui. Voilà, comme si je pouvais vous dire good morning, vous allez me dire good morning. Donc, on apprend comme ça, et c'est bien. L'enfant commence, comme en français, on commence par le langage, au CP, etc. Ensuite, on écrit les lettres, etc. pour pouvoir Petit à petit. Voilà, faire des mots, des phrases, et puis on arrive à s'exprimer sur toute une idée. Merci à vous de nous avoir invités et d'avoir contribué à éclairer l'opinion. Et si besoin il en est, nous allons revenir. Oui. Mais que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu fasse de telle sorte que le combat que vous menez aux côtés des patriotes burkinabés puisse servir la nation. Merci entière. bien, Monsieur Kaboré. On espère que d'ici là, quand il y aura encore plus de précisions sur qui bénéficiera de cette dette sociale-là, on pourra en reparler. Alors, on va s'arrêter ici. Je rappelle que Monsieur Koudrou Robert Kaboré est secrétaire général du SINAFEB, le syndicat national des fonctionnaires de l'éducation du Burkina. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. Marquons une petite pause et on revient. Et nous terminons cette aventure aujourd'hui avec une chantre. Elle est belle et elle a une belle voix également. Et nous sommes ravis de recevoir la chantre Chioma Victoria Okezoué. Donc, c'est son nom à l'état civil, alias chantre Victoria. Et donc, chantre Chioma, du moins, artiste musicienne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci d'être sur ce plateau. Alors, vous êtes nigériane, Oui. mais on va dire, vous avez 2 nationalités. Vous êtes née et grandi au Burkina. Je suis née au Burkina, j'ai grandi au Burkina, mais je suis d'origine nigériane. Nigériane. Alors, ça se passe bien au Burkina. Hein? Vous n'avez pas envie de partir au Nigeria? Non, non, je vais rester ici. Vous allez rester ici. D'accord, ça c'est bien. Alors, vous faites la musique. La musique, c'est votre passion. C'est depuis quelle année que vous faites la musique? Bon, j'ai grandi dans une atmosphère de musique. Donc, j'ai commencé depuis toute petite
Déjà à l'âge de 6 ans, je chantais déjà à l'église. Ok. Je demandais à prester pendant les événements. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé et puis, paf. Ça veut dire quoi, les parents chantaient? Oui, chez nous, tout le monde chante. Mhm. Et j'ai pris ça de mon papa. Ok. Donc, chanter à l'église? Oui, oui, mon papa chante à l'église. Ok. Et puis, mais après, c'est bien de chanter à 6 ans, mais après, c'est sûr que vous avez, vous êtes allé à l'école. Et d'ailleurs, vous avez allié études et chant, vu que vous avez fait communication d'entreprise. Comment ça se passait à la maison entre musique et puis école? Bon, c'était pas facile. Mhm. Mais la plupart de mes répétitions, des endroits où je prestais, c'était la nuit. Donc, j'arrivais à suivre les cours dans la journée, toute la journée. Et puis, la nuit, je continuais pour mes répètes ou souvent mes prestations. Mais je ne répétais pas chaque jour. Et des jours où je ne répétais pas, je prenais mon temps pour poser mes cours. C'était pas facile. Souvent, je rentrais tard. C'est ça. Mais comme j'avais des parents compréhensifs, donc... Vous se réveillez le matin, même aller au cours, c'est pas facile. Souvent, même quand je me rappelle que je dois traverser la route pour aller à l'école, là, je me demande, est-ce que je vais aller? Mais finalement, je passe. Ah bah oui. Et aujourd'hui, vous faites laquelle année où vous avez fini les études J'ai en fini communication mes d'entreprise? études en communication d'entreprise. Ok. Avec le master? Non, non, ou- pas encore. Pas encore. C'est juste la licence. La licence. C'est pas juste, hein? La licence, c'est quelque chose déjà. Alors, mais à proprement parler, pour la carrière artistique, la carrière professionnelle, vous lancez en quelle année? Bon, je me suis lancée après une compétition nationale façon académie. Et c'était, je crois, en 2022 que je me suis lancée, oui, oui, avec un single. Mhm. Mais déjà, quand vous vous lancez, après la compétition, vous êtes sorti à quelle phase? Ou bien vous êtes arrivé en finale? Bon, je suis arrivée en finale. Ah, Je suis d'accord. arrivée en Vous avez été finale. quelle? J'étais quatrième. Ça ne s'est pas passé comme j'ai voulu parce que j'avais trop de peur. Bon, mais déjà, finaliste, c'est déjà bien. Les compétitions de chant, là, c'est le problème quand tu as peur là-bas aussi, ça joue sur la voix. En tout Mais cas, donc, nous, on vous dit félicitations. merci. Et c'est après cet exploit, vous dites quand même finaliste, quatrième. Donc, je dois faire une carrière dans la musique. Et comment vous commencez? Un single ou... Bon, j'ai commencé avec un single intitulé Assurance. Assurance? Oui. C'était un single qui était inspiré par le fait que je me sentais un peu seule, puisque j'ai perdu la maman. Et après, après, les choses étaient un peu difficiles. J'ai même failli abandonner la foi parce que je me suis dit, bon, pourquoi Dieu a pris ma maman, celle avec qui je pouvais bien communiquer. Bon, j'étais tellement proche de cette dame au point que je pensais que tout était fini. Donc, après, j'ai repris le courage et puis je me suis dit, bon, maman est partie, mais c'est pas la fin du monde. J'ai quand même Jésus qui est là, qui est mon assurance, qui peut au moins m'aider à continuer ce parcours. Donc, c'est là que j'ai commencé à chanter l'assurance. Donc, ça parle de ce thème-là. Oui. Jésus est votre assurance. Oui. Et après assurance, vous sortez un autre titre? Oui, j'ai fait sortir un autre titre intitulé La fille. La fille? Oui, oui. Ok, pour dire santé. L'actualité du La pays paix. et la paix. D'accord. Vous comprenez Moré? Oui, Bien je même, comprends, je parle. suppose. Vous parlez? Oui, je Vous parle. parlez, vous comprenez. Alors, Chante Chioma, aujourd'hui, donc après La fille, après donc Assurance, est-ce qu'il y a d'autres projets musicaux? Bon, j'envisage à faire d'autres, par exemple, peut-être un concert s'il plaît à Dieu, et aussi l'album. Ok. Ça y est en S'il plaît à préparation Dieu. déjà ou... Bon, j'ai commencé la composition, bon. Avec le temps, je vais finaliser tout. C'est pas big, mais c'est pas simple. On sait que en fait, surtout que vous alliez à l'école toujours pour financer aussi les séances studio, c'est pas facile. Est-ce que vous avez un producteur ou pour le moment? Bon, j'ai pas un producteur pour le moment, c'est juste le management. C'est pas des producteurs pour le moment. Pour le moment, je suis juste avec mon manager, mais j'ai pas un producteur.
Je suis en autoproduction. En autoproduction, c'est pas simple. On vous souhaite en tout cas beaucoup de... Ça Merci vous a fait... beaucoup. Pourquoi? C'est pas simple. Je vous laisse expliquer. Souvent, tu as envie de faire des choses. Souvent, il y a des salles de répétition où tu peux payer 3 000 par heure. Pour ça va. Mais le cadre aussi ne te plaît pas. Ok. Tu veux aussi un cadre où tu peux au moins filmer avec un téléphone parce que souvent, tu n'as pas les moyens pour aller appeler un caméraman. Mais les lieux où C'est chic là. là, Et ils disent combien l'heure? souvent c'est 7 000 l'heure. Si moi je paye 7 000, moi je mange combien? Mais en principe, pour une séance studio, il faut minimum combien Au d'heures? moins 2 heures, 3 heures. Pour bien bosser et peut-être si tu veux au moins faire une vidéo en même temps, tu peux bosser 1 heure ou 2 heures ou 1h30 et utiliser le reste pour filmer. D'accord. Ok, alors on voit, on va revenir sur ces images qu'on a vues à l'antenne. C'est quel titre où on vous voit vraiment avec des chaînes et tout, le titre qui passe là? C'était le titre La Vie. La fille. Ok. Ah oui. C'était le titre La Vie. D'accord. Maintenant, avant de vous écouter, Chantre Chioma, quels sont vos réseaux sociaux, vos adresses pour tous ceux qui vous découvrent aujourd'hui? Bon, sur Facebook, c'est Chioma Victoria. Instagram, c'est Chioma Victoria officiel. Sur TikTok, c'est Chioma Victoria. D'accord. C'est bien aussi de laisser le contact du manager. Oh, j'ai pas ça en tête. D'accord, mais on a déjà un contact qui est affiché, 73 01 93 32. Voilà, certainement pour ceux qui vous découvrent, pour les producteurs qui se disent, bah écoute, elle a quelque chose, je vais la produire. On vous invite vivement à, en tout cas, voilà, entrer en contact avec son équipe. Donc, on va vous écouter maintenant. Avec plaisir, ça serait bien de se délecter de votre voix. D'accord. Ton tenga le refus, ton tenga tout cassibo, qui peut relever si ce n'est que toi, Jésus. Nomme les cahiers qui pourra changer, qui pourra combler ce vide. La son pas wende, son papa, son ketaïa salam. Ah oui, merci. C'est le matin et puis vous chantez déjà très bien. Merci. Donc on vous souhaite un bon vent. Merci. Et puis merci beaucoup. Un mot de Merci. fin? Bon, merci à toutes ces personnes qui ont toujours cru en moi. Toutes ces personnes qui ne cessent pas de m'encourager. À mes parents qui sont toujours là, qui sont compréhensifs. Et je sais que l'avenir nous réserve quelque chose de radieux. Merci beaucoup. Merci. Vous n'avez pas de scène les jours à venir tout de suite? Bon, pas pour le moment. Pas pour le moment. On vous souhaite d'avoir ces scènes-là. Merci beaucoup. Merci. Et merci. Restez avec nous. On va clore cette émission ensemble. Merci à tous ceux qui ont suivi. Bonjour de façon depuis 7h30. Merci de votre fidélité. Et rendez-vous demain mardi pour d'autres aventures. En attendant, portez-vous bien et surtout, restez fidèles au programme de Savane TV. Allez.